2, France Maghreb 2. Par les femmes. Présenté par Hanan Zawani sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2. Donc Hanan avec vous comme tous les dimanches donc pour l'émission Par les femmes. Cette semaine, nous parlerons d'une voix musulmane à l'opéra, mais pas que. L'invitée de la rédaction est Nariman B. Première chanteuse d'opéra musulmane portant le foulard, nous nous intéresserons à son parcours et son regard sur la société. Nous accueillerons également Anissa Mouhoub, coach vocal, découvert d'un duo de femmes qui savent se faire entendre. Le chant comme le sport est-il un outil d'émancipation pour toutes les femmes? Nous en parlerons avec Nariman et Anissa. Mutilation génitale, notre dossier santé du mois. Malgré l'interdiction, l'excision gagne du terrain en France. Et tout de suite, c'est parti avec les infos essentielles de la semaine. J'ai pas de... Alors, sous le signe du racisme, de la discrimination et d'une nouvelle levée de boucliers islamophobes contre le voile islamique, les infos essentielles de la semaine. Sous le feu des critiques islamophobes, Decathlon renonce à commercialiser son hijab sportif. Dans les Hauts-de-Seine, à Levallois-Perret, une boulangère noire subit des insultes racistes au quotidien. Un architecte syrien en France postule pour un job dans une agence d'architectes à Bordeaux et se fait qualifier de lâche pour avoir fui son pays. Un déguisement du personnage Aladdin, décrit comme un déguisement de voleur arabe par un site français, scandalise. Vous avez dit stéréotype, moi je dis racisme déguisé. Donc voilà pour les infos essentielles de la semaine. Donc comme toutes les semaines, dès que nous aurons des retours sur des actes racistes, stigmatisants, discriminants, nous vous en parlerons. Alors pour notre coup de cœur de la semaine, nous recevons Ahmed Zou. Ahmed, bonjour. Bonjour. Bonjour Ahmed. Alors Ahmed, bonjour. Vous êtes artiste et votre nom de scène. Donc si vous pouvez nous préciser votre nom de scène. Oui. Alors mon nom de scène c'est RLM. D'accord. Donc R comme radio, L comme libre et M comme musulman. D'accord. RLM. Donc RLM. Voilà. Bienvenue donc sur les ondes de France Maghreb 2. Donc le titre que j'ai choisi pour vous cette semaine, chers auditeurs, c'est le titre qui s'appelle Mettre les voiles. Donc j'ai été contactée par Ahmed en MP, donc en message privé. Donc il m'a fait prendre connaissance de ce titre. Alors ce titre, tu l'as écrit il y a combien de temps, Ahmed ? J'ai sorti cette chanson, ça fait déjà un moment, ça fait déjà 2 ans. D'accord. Donc j'ai écrit cette chanson il y a 2 ans, on a sorti le clip dans la foulée. Et puis vu que malheureusement le débat est toujours le même dans notre société, chaque année on parle de du voile, des femmes musulmanes et tout ça, donc la chanson reste d'actualité encore pour longtemps. Exactement, donc cette chanson est effectivement en plein cœur de l'actualité, donc avec cette interdiction du hijab de Decathlon, mais pas que. On te remercie infiniment Ahmed et on écoute donc ton titre Mettre les voiles. France Maghreb 2, France Maghreb. Hanan Zawani présente Par les femmes. Engagée pour améliorer le monde de demain. Nous sommes donc de retour sur les ondes de France Maghreb 2, donc pour l'émission Par les femmes, donc votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche. Et nous accueillons aujourd'hui Nariman B, donc Nariman B, qui est chanteuse lyrique, chanteuse d'opéra. Bonjour Nariman. Bonjour. Bienvenue donc sur les ondes de France Maghreb 2. Alors tu es une chanteuse d'opéra, m'a-t-on dit? Oui, c'est ça. Depuis combien de temps? Depuis que j'ai à peu près 16 ans. D'accord. Donc, ça fait maintenant 14 ans. D'accord, donc tu as découvert le potentiel de ta voix à tes 16 ans ou bien avant? Alors c'est un petit peu particulier. J'ai commencé par ce qu'on appelle une classe CHAM, une classe dite à horaire aménagé musique à 7 ans. Et on choisit un premier instrument qui pour moi était le violon. Et pendant tout ce parcours musical pendant lequel j'ai découvert le solfège et les instruments de musique, j'ai aussi découvert ma voix. Et je chantais autre que le répertoire classique avant, donc je chantais un peu tout ce qui me passait sous la main. Et j'ai découvert ma voix lyrique lors d'un cours de solfège à 16 ans.
Voilà. D'accord. Alors cette voix, comment justement tu as pu la découvrir? Parce que pour nous, une chanteuse d'opéra, c'est une chanteuse qui chante de manière fort déjà. Voilà, alors peut-être que c'est un préjugé, qui chante fort, qui a une voix soit très aiguë, soit très grave, en tout cas qui est capable justement de permettre à sa voix d'atteindre un niveau que nous, mortels du commun, classique, nous ne pouvons pas atteindre. Donc cette voix lyrique, c'est quand même quelque chose de particulier. Par rapport à d'autres chanteuses d'opéra, quelle est ta particularité et quelle est ta tonalité, entre guillemets, de voix? Oui, alors on peut parler de tessiture. Tessiture, voilà. Voilà, tessiture vocale. Alors, je te rassure, on fait partie aussi du commun des mortels. C'est vrai. Mais c'est intéressant de dire ce que tu dis parce qu'en effet, on découvre sa voix peut-être de manière un peu aléatoire. Ou alors on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous aide à découvrir notre voix. Mais il y a des personnes qui, toute leur vie, auront ce potentiel en eux sans forcément l'avoir su. D'accord, sans se rendre compte qu'on a une belle voix. Soi, voilà, une belle voix, une voix qui peut être celle d'un chanteur ou d'une chanteuse d'opéra. Ça m'arrive souvent d'ailleurs d'entendre simplement parfois au rire d'une personne qu'elle a ce potentiel de chanteur ou de chanteuse lyrique. Voilà. Alors je vais pas rigoler aujourd'hui. Et pour te répondre à donc, la première question, moi, j'ai découvert ma voix de chanteuse lyrique lors d'un cours de solfège où notre professeur nous avait fait écouter une cantatrice qui interprétait un extrait de La Flûte enchantée de Mozart, l'air de Pamina. Ça a été une révélation pour moi. Voilà, on l'a écouté en cours. On devait le travailler à la maison comme tous les morceaux qu'on travaille en solfège depuis qu'on avait 7 ans. Mais ce jour-là, pour moi, il y a eu un coup de cœur, une révélation. Et le cours suivant, j'avais travaillé la partition. Et au cours suivant, j'attendais le cours avec impatience. J'étais dans les couloirs. Et je me suis mise en fait à chanter en me mettant à la place de la cantatrice. Donc je me suis dit, c'est peut-être possible de chanter avec cette voix-là. Et cette voix est sortie de moi. Un peu comme ça, au hasard, sans que je m'en rende compte. Et à ce moment-là, surprise ? Oui, ça m'a surprise. Je pensais pas que je pouvais avoir cette voix-là. Je chantais un peu, je chantais du Tina Turner, du Mariah Carey, enfin beaucoup de choses avant, mais rien qui soit foncièrement de l'opéra. Et là, je me suis mise à chanter comme cette chanteuse. Puis j'étais la première étonnée, effectivement. Et à ce moment-là, il y a un homme qui est apparu dans le couloir et c'était le professeur de chant de l'école qui m'a dit je vous fais entrer dans ma classe de chant dès demain. Bon, alors avant justement de parler de ce professeur de chant qui t'a permis, je pense, d'exprimer ton potentiel, avant cela, tu avais un modèle, en tout cas quelqu'un qui a impacté en réalité ta carrière d'aujourd'hui, c'est ta maman. Oui, voilà. Bien sûr. Oui. Donc, si tu peux nous en parler et nous expliquer, nous raconter ta vie d'enfant à l'âge de 7 ans, comment ça s'est passé? Alors, ma mère, que j'embrasse d'ailleurs, qui est en train de m'écouter. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Yasmina, elle vient d'arriver là tout juste d'Algérie, elle a fait son retour, elle était en vacances. Et donc elle vient d'arriver, elle a posé les pieds à Paris. Et donc je la salue. On passe le bonjour donc à Yasmina. Voilà, maman. Et donc ma mère, effectivement, à 7 ans. Donc déjà, elle, auparavant, je pense que c'était une grande mélomane. C'est toujours une grande mélomane. Elle aimait énormément écouter de musique. Elle nous faisait écouter de la musique. Et une des premières choses qu'elle a retenues sur la France quand elle est arrivée, sur les possibilités que nous offrait ce pays, c'était cette possibilité de pouvoir chanter dans une école de musique et jouer de la musique, faire un instrument de musique. Donc dans notre ville, à Épinal, dans les Vosges, il y avait une petite école de musique et la première chose qu'elle a faite, c'était ça, c'était savoir comment s'inscrire, comment nous inscrire. Et moi, elle m'a inscrite à l'audition, elle m'a fait travailler tout l'été pour l'audition de rentrée. Ah oui. Ouais, elle m'a fait répéter sans être professeur de chant ni quoi que ce soit, mais vraiment elle m'a fait répéter comme un chef. Donc l'art et la culture, c'est quelque chose d'important pour elle et souhaiter transmettre ça Exactement. À ses enfants, donc à tous ses enfants. Alors pas tous ses enfants, il y en a qui ont été sensibles, d'autres moins. J'ai mon frère qui aussi a fait un parcours cham, qui est altiste et qui est aujourd'hui aussi dans une chorale et qui continue à faire de l'alto. J'ai une sœur qui est entrepreneur mais qui a une grande âme aussi artistique, qui dessine, qui peint et qui a aussi une très belle voix.
Donc voilà, non, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué et qui a imprégné notre vie, oui. Alors le CHAM, chère auditrice, chers auditeurs, ce sont des classes à horaires aménagées musicales. Donc tu as intégré ce programme. Donc qu'est-ce que tu as appris en réalité à l'école de musique? Nous, par exemple, commun des mortels, nous avons tous été étudiants et on a tous été en cours de musique. Donc on a tous fait de la chorale en réalité, du solfège. Qu'est-ce que cette école de musique t'a apporté en plus que ce que nous, jeunes étudiants, on a appris sur les bancs de l'école? Alors, moi j'en profite pour saluer vraiment cette initiative que je trouve absolument formidable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas d'avoir fait une classe CHAM. Au contraire, j'en suis vraiment fière. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les opportunités et les avantages d'avoir fait ce cursus. En fait, c'est un cursus, donc, comme son nom l'indique, à horaire aménagé. C'est-à-dire que dans notre organisation de la semaine, nous avons des cours de musique intégrés. Donc des cours de solfège, donc de formation musicale, où on apprenait à reconnaître les notes, à l'oreille, à l'écrit, à travailler les rythmes d'une partition, etc. Donc c'est vraiment une classe spéciale musique en réalité. C'est ça en fait. D'accord. Donc combien d'heures de musique? Je ne saurais plus dire exactement, mais on avait donc du solfège 2 fois par semaine, un cours d'instrument, de la chorale et de l'orchestre. D'accord. Voilà, donc assez chargé. Et plus on avançait, au collège ou au lycée, plus ça s'intensifiait. Et vraiment, ça offre vraiment cette opportunité d'être doublement diplômé, si je puis dire. Donc on a notre enseignement normal, général, de base, jusqu'au bac, et on a à côté tout l'enseignement musical. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde une grande partie des personnes qui ont vécu, qui ont parcouru ce cursus-là, quoi qu'il puisse arriver dans leur vie, ils ont toujours cette double possibilité de travailler, de faire quelque chose dans leur vie, qui soit pas forcément, qui ne viennent pas forcément de leur premier enseignement général. Oui, tout à fait. On a des classes comme ça. Alors je sais pas si ça existe dans le milieu de la mode ou d'autres choses, mais je sais que ça existe aussi en théâtre. En théâtre. Oui. D'accord. Donc c'est des parcours qu'on peut suivre. Donc chère auditrice, chers auditeurs, si vous avez justement un enfant qui est attiré par le chant, qui est attiré par la musique, ces classes-là, donc c'est CHAM, elles existent toujours. Elles existent toujours. Elles sur concours d'entrée. Voilà, avec une audition quand on a 7 ans ou plus tard quand on les intègre. On peut les intégrer un peu plus tard, mais le plus tôt est le mieux, c'est vrai, pour pouvoir tout suivre depuis le début. Et il faut savoir que moi, donc, à côté, je suis enseignante de français. Et dès que je vois l'opportunité auprès de mes élèves ou de leurs parents, tout de suite, effectivement, je les invite fortement à s'inscrire en classe CHAM. Donc, madame la professeure, c'est des élèves de quel âge Du collège au lycée. Donc, du collège au lycée, et on peut démarrer ce programme-là dès l'âge de 7 ans. On peut commencer dès le collège, oui, bon. Voilà. Alors, l'information est donnée. Alors, comment est-ce que tu as intégré cette école? Est-ce que tu as ressenti une différence entre toi et d'autres élèves qui peut-être avaient un accès aux moyens de la culture, notamment le piano, plus aisé que toi? Alors, c'est vrai que, il y avait d'un côté la grande envie et l'ambition que notre mère portait à cet outil musical. Et il y avait en même temps la réalité. Donc la réalité, elle était assez difficile. Mes parents, quand j'étais plus petite, avaient des faibles revenus. Et donc on a compris qu'on mettait les pieds dans un monde qui n'était pas le même que le nôtre. Et donc la première anecdote que je raconte assez souvent, c'est celle du choix de l'instrument. Donc quand on a passé l'audition et qu'on est accepté, on nous fait visiter, donc c'est une journée porte ouverte à l'école de musique, on nous permet d'assister à tous les cours de musique de l'établissement pour choisir un instrument. Et en fait, moi, ce qui m'avait tout de suite attirée, c'était le piano, la pratique du piano. Le piano, le souci, c'est que l'école de musique ne peut pas le prêter. Donc c'est le seul instrument qu'il faut se procurer. Voilà. Un peu encombrant, oui, je dirais. Un peu encombrant, voilà. Et puis ça coûte cher. Donc et puis il faut de la place à la maison. Voilà, il y a toutes ces questions-là. Et en fait, je me souviens de mémoire que les amis que j'avais qui avaient choisi le piano avaient déjà un piano à la maison. Donc ça, il faut savoir aussi que ça fait partie d'une tradition française d'avoir un piano dans la maison familiale, dans la demeure familiale, qui permettait donc de s'entraîner, de répéter quand on était plus petit, si on voulait faire CHAM.
Moi, c'était pas le cas. Et je me souviens, donc mon père a insisté parce qu'il voulait vraiment s'accrocher à mon envie et il voulait me dire mais si c'est possible, on va y arriver. Et pour le piano pour le piano. Il avait fait le tour de tous les marchés opus de la région pour tenter en vain de trouver un piano pas très cher. Il en avait trouvé un. C'est vrai que le piano, je me permets, oui, Narimène, c'est un peu comme les autres études de philosophie ou d'autres études de médecin, d'architecte. Chez nos parents et même chez moi, parce que je suis aussi parent, c'est l'outil suprême, en tout cas l'outil de musique suprême auquel justement il est tellement difficile d'accéder qu'on veut y accéder. Et ça, malheureusement, ton père n'a pas pu t'offrir, entre guillemets, ce cadeau. Comment est-ce que toi, tu l'as ressenti ? Ben moi, j'étais petite, mais bon, on comprend quand même les choses. C'est-à-dire que quand mon père donc, a trouvé le seul piano qui entrait dans leur budget, et qui en a parlé au professeur de l'école de musique, ils lui ont dit tout de suite, donc je sais plus s'il avait pris des photos, ou enfin je sais plus comment ça s'est passé, mais en tout cas, il a décrit l'instrument, et on lui a dit non. Ça sert à rien parce que bon, c'est quand même un outil de travail, il faut que ce soit quelque chose de qualité. Donc dans l'état dans lequel il était, c'était pas possible. Donc en fait, il n'y avait pas de possibilité. Et moi, je l'ai pris un peu, oui, comme une forme d'injustice parce que je savais que mes autres amis qui voulaient faire du piano avaient cet instrument à la maison et qu'il était déjà bien, beau, en bel état. Et je ne comprenais pas pourquoi moi, je ne pouvais pas faire du piano. Moi, ce que je retiens, alors je ne sais pas si à l'âge que tu avais cette capacité de le ressentir, c'est l'investissement total des parents. Donc de ta mère dans un premier temps, de ton papa qui fait le tour du marché opus pour investir pour sa fille, c'est extrêmement touchant, je trouve. Hein. Oui. Tu t'en rendais compte un petit peu à l'époque? Non, je ne m'en rendais pas autant compte, non. Mais aujourd'hui, oui, je le dis et je le répète très souvent, c'est vrai que l'entourage, les parents, les frères et sœurs, les amis proches, compte énormément dans ce qu'on veut faire, dans notre avancée professionnelle. Et c'est vrai que mes parents ont été un grand soutien. Bon, en tout cas, voilà, la musique, elle permet de transmettre un message universel, le chant aussi. L'accès à la culture, c'est quelque chose d'important. On en parle le plus souvent possible à la radio. Par contre, il y a quand même une difficulté qui a rappelé à nos auditeurs, ils doivent la ressentir eux-mêmes, c'est la musique en réalité, elle n'est pas facile d'accès, elle est limite un peu élitiste. Est-ce que depuis 20 ans, tu penses que les choses ont changé et qu'on est toujours sur cette idée de se dire c'est pas accessible et que finalement il y a des choses qui sont plus faciles pour les jeunes élèves en termes d'intégration, pour comment intégrer ces écoles-là, en termes de prix? Le piano, ça coûte très très cher. Est-ce que les choses ont évolué ces 20 dernières années? Je dirais oui et non. Il y a... Alors, je vais peut-être commencer par le non pour terminer sur une note positive. Optimiste. Pour le non, il faut savoir que le système de la musique classique en France et de l'opéra en particulier est un système très figé qui est tel qu'il l'est depuis très longtemps et qui accepte difficilement les changements, l'évolution. Donc il y a une mentalité qui est très ancrée et c'est souvent il faut respecter ces codes ou envisager autre chose. Alors ces codes, quels sont-ils? Moi j'ai du mal à comprendre quels sont ces codes. C'est pas des codes vestimentaires? Mais par exemple, quand on fait de la musique classique, il est difficilement envisageable de faire de chanter un autre répertoire. D'accord. On peut être mal vu. Vraiment, ça peut causer des problèmes à sa carrière si on fait autre chose. Autre chose, je vais dire clairement les choses, de la pop, du jazz, voilà, ça peut être vraiment très mal vu. Et... Donc il y a de la belle musique et il y a la musique commerciale. Donc tout le reste, en tout cas dans ce domaine-là, pour les gens de l'opéra, c'est en dessous. Oui, alors dans ce monde-là, on parle de musique savante et de musique non savante. Ah, écoutez, il est temps que les mentalités françaises changent. Donc on va se retrouver juste après la publicité, donc sur les ondes de France Maghreb 2, donc pour l'entretien de Narimène Bey, chanteuse d'opéra. 16h, 18h. Sur France Maghreb 2. Nous
sommes de retour donc sur les ondes de France Maghreb 2 pour votre rendez-vous dominical par les femmes. Et donc nous sommes avec Nariman B. Donc Nariman qui est chanteuse lyrique. Donc Nariman, tu nous expliquais justement quelles étaient les difficultés d'accès justement à ce monde élitiste. Et tu voulais finir par une note positive. Oui, bien sûr. Donc tout à fait, les choses ont quand même changé, évolué. À savoir, je pense que les réseaux sociaux et toutes les nouvelles technologies nous ont permis de voir les choses autrement. C'est-à-dire qu'elles donnent beaucoup la voix à la jeunesse, aux jeunes, et aux possibilités de pouvoir se voir mélanger les genres et les répertoires. Et je trouve ça formidable qu'aujourd'hui on puisse simplement par l'outil internet ou de la vidéo se faire connaître en chantant autant du Mozart que n'importe quel autre style, que ce soit du jazz, de la pop, de la variété, de la musique aussi du monde, d'autres mondes, la musique arabe, la musique orientale, la musique espagnole, etc. Et ça, je trouve que c'est une richesse. On va vers quelque chose de très positif. Et pour moi, il est important vraiment que tout le monde puisse avoir accès à la musique classique, à l'opéra, autant que n'importe quelle autre musique. D'autant plus que les chanteurs d'opéra, on les voit sur les médias classiques, notamment dans l'émission The Voice. Donc à chaque saison, on a un ou deux chanteurs ou chanteuses d'opéra qui nous permettent justement de nous familiariser avec ce monde-là. Et on remarque à chaque fois que au niveau du public, c'est des applaudissements, c'est des personnes qui se lèvent. Alors le monde de l'opéra, c'est quand même quelque chose d'inconnu pour nous. Est-ce qu'il y a des noms justement qu'on connaît sans connaître et qui ont été peut-être pour toi des modèles ? Alors, c'est-à-dire des noms qu'on connaît. Alors, voilà, moi, quand on parle d'opéra, j'ai un nom qui me vient en tête. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est la Scala. Alors, la Scala, en toute sincérité, j'ai pas fait mes devoirs aujourd'hui. J'ai pas fait plus de recherches que ça sur le monde de l'opéra. Je sais que c'est de l'opéra, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, et on a beaucoup de noms comme ça qu'on utilise, qu'on entend. On sait que c'est le monde de l'opéra, mais on ne sait pas forcément à quoi ça ressemble. D'accord. Oui, alors je pense qu'il y a des noms que l'on connaît peut-être sans savoir donc qu'ils appartiennent à ce monde-là, notamment Maria Callas, la Callas, qui est encore, même si elle est plus de ce monde, la chanteuse probablement qui a le plus marqué ce monde-là. Notamment parce qu'elle a été connue pour sa rigueur de travail, sa technique, son envie aussi de partager un message d'accessibilité aussi à ce monde, je pense, en se donnant les moyens de le faire. La Scala, en fait, la Scala, c'est à Milan, donc en Italie. C'est une des scènes les plus prestigieuses au monde, voilà. Et qui est connue notamment pour être une des plus difficiles d'accès. C'est pour ça aussi qu'elle est très très connue. Voilà. Moi, dans mon parcours personnel, j'ai aussi été très inspirée par Nathalie Dessay, qui est une chanteuse française internationalement connue, qui me permet aussi d'ailleurs de faire le lien avec ma tessiture vocale, qui est en fait celle d'une... Parlons-en. Voilà, soprano colorature, donc c'est dans les aigus, et colorature apporte cette connotation de chanter dans les suraigus. Nathalie Dessay est une soprano colorature. Voilà pourquoi moi elle m'a touchée encore plus que n'importe quelle autre chanteuse d'opéra. Répète-moi, toi tu es quoi ? Soprano colorature. Soprano colorature. Donc c'est une voix grave, c'est une voix aiguë. C'est une voix aiguë. Je chante dans les très aiguë. D'accord. Alors on n'a pas préparé de musique, mais est-ce que tu peux nous faire profiter de ta voix a cappella ? D'accord. C'est compliqué. Non, je peux. C'est pour montrer en fait les aigus de ma voix. C'est pour qu'on t'entende et te montrer pourquoi pas les aigus de ta voix. Oui, oui. Alors je vais simplement faire un peu vulgairement ce qu'on appelle une sirène, chanter donc de ma note à peu près la plus grave jusqu'à la plus aiguë, et je vais rester un peu sur la plus aiguë pour qu'on puisse entendre ce que ça peut donner. Ok. Je sais pas ce que ça va donner au micro.
C'était beau et on voit que tu utilises tout ton corps, tu utilises tout ton visage, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Je précise, je me suis pas du tout chauffée la voix. Non, mais c'était impressionnant et puis surtout c'est sans bavure en fait, les aigus ne font pas mal à l'oreille et puis on passe de l'aigu au grave très naturellement. Bravo, ça m'a donné des petits frissons. Alors une chanteuse d'opéra musulmane, c'est surprenant. Est-ce que ça a surpris beaucoup de monde ? Alors moi, je trouve pas ça surprenant. Puisque moi, je le suis, je me considère comme chanteuse d'opéra avant tout, en fait. Mes principes, comme dans la vie de tous les jours, ils font partie de moi, mais ils n'ont pas vocation à être vus ou à être démontrés. Donc, chanteuse d'opéra musulmane, au fond, c'est quelque chose que j'aimerais qui disparaisse et qu'on me voit simplement telle que je suis en tant que chanteuse d'opéra. La seule différence, c'est que j'ai quelque chose sur la tête et qui appartient à mes convictions intimes, mais qui ne change en rien ma façon d'interpréter un rôle quand je suis sur scène. Une acceptation totale du monde de l'opéra, de tes collègues hommes et femmes, des personnes qui t'ont appris à chanter, donc du corps professoral ? Alors pas une acceptation totale, puisque de toute façon je pense que avec toute l'histoire qu'on a en France dans cette relation déjà à la femme avant tout, et aujourd'hui encore plus à la femme qui porte un voile, cette acceptation n'est pas unilatérale et totale, mais ça va en s'améliorant. Pour ma part, j'ai énormément de retours positifs quand je chante. Beaucoup de personnes, de monde, de public qui viennent me voir et qui me font entendre à quel point il est important pour eux de souligner la beauté de ma voix et du message que j'ai pu véhiculer, des émotions que j'ai pu transmettre, sans pour autant que le voile ou le foulard ait à faire quelque chose là-dedans. Alors, le public qui te suit, qui t'encourage, c'est un public averti en réalité, qui aime la musique et pour qui la musique est une valeur universelle, donc qui va au-delà en réalité du carcan des religions ou du fait que tu portes un turban. Est-ce que par ailleurs, sur la scène française, ou en tout cas les médias, les journalistes, comment est-ce qu'ils ont présenté ta personnalité ? Alors, ça dépend en fait, ça dépend tout à fait des lieux où je vais chanter. Donc les scènes que je vais faire à travers la France, les publics que je vais rencontrer, si c'est dans une grande ville ou dans une petite ville. Et donc ça peut aller tout à fait de l'idée d'un préjugé porté sur mon voile, à savoir peut-être qu'on va me renvoyer à mes origines ou au fait que ça va être difficilement compatible avec ma carrière en France. Et à côté de ça, je peux avoir des retours extrêmement positifs. La dernière audition que j'ai faite, c'était à Bordeaux. Pour entrer dans le chœur permanent de l'Opéra de Bordeaux. Et j'ai eu un accueil extrêmement chaleureux et positif de la part des membres du jury, notamment de Florian Sempe, qui est un artiste lyrique aujourd'hui internationalement connu, qui vient de Bordeaux et qui m'a fait l'honneur d'avoir été conquis par ma prestation et qui m'a dit que j'avais toute ma place sur la scène en tant que chanteuse professionnelle. Et ça, je trouve que ce sont des choses vraiment à mettre en avant et dont je suis fière en me disant que voilà, je suis en France et j'ai réussi déjà à en arriver là. Alors ce qui est sûr, c'est que nous, on est fiers, les personnes qui te suivent, Narimène, qui te connaissent personnellement, mais je ne te connais pas personnellement, et on voit autour de ta personnalité, autour du fait que en réalité tu es totalement atypique dans le monde de l'opéra, beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement, presque un sentiment d'être représenté par toi. Alors ces femmes musulmanes, entre autres, qui te suivent et qui t'encouragent, qu'est-ce que tu as à leur dire, toi, aujourd'hui, en tant que chanteuse musulmane ? La même chose que je dirais à n'importe quelle femme, que ce soit de n'importe quelle confession à laquelle elle appartient, c'est-à-dire croyez en vos, c'est pas des rêves, je dirais en vos projets, en vos ambitions, se donner les moyens d'y parvenir, travailler énormément. On a souvent l'impression, quand il s'agit de l'art, du domaine artistique, que les choses sont là de manière innée. Alors effectivement, il y a un potentiel, il y a quelque chose qui est naturellement en soi, en l'occurrence ici la voix,
mais cette voix, elle se travaille aussi. Et c'est ce qui va faire toute la différence entre une personne sur scène un jour ou un autre. Alors une transition parfaite, chère Narimen. Donc nous sommes avec Anissa, donc Anissa Mouhoub, qui est coach vocal, que j'ai eu pour ne rien vous cacher, chère auditrice, chers auditeurs. La grande joie et une grande attente en la rencontrant la première fois mardi dernier. Donc je l'ai sollicitée suite à une recommandation pour qu'elle m'apprenne justement à utiliser ma voix. Voilà. Donc Anissa, sois la bienvenue donc, sur les ondes de France Maghreb 2. Merci beaucoup. Voilà. Alors Anissa, la particularité que tu as, mis à part être coach vocal, c'est que tu es aussi l'amie de Narimen. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment vous vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés à Nancy. À l'époque, chacune suivait un cursus universitaire à la fac donc de Nancy 2. Elle était dans un parcours de lettres, de philosophie, moi dans un parcours journalistique. Et puis petit à petit, voilà, on a tissé des liens, on a eu des discussions qui nous ont permis voilà, de débattre sur des sujets d'actualité, sur nos centres d'intérêt. Et puis j'ai appris voilà, qu'elle avait aussi un cursus musical au Conservatoire de Nancy. Et là, ça a attiré mon attention parce que j'étais assez timide dans le sens où je savais que j'avais une voix, mais je ne l'assumais pas trop. Et quand j'ai tout simplement vu quelqu'un qui l'assumait, ça a commencé par des petits cours, des petits conseils, et puis ça fait ça. Alors qui donnait des cours à l'autre? Narimen. Narimen, d'accord. Oui, donc oui, ta première professeure en réalité Exactement. c'était Narimen. Exactement. D'accord, donc c'était au sein de l'université. Comment ça s'est passé? Alors le premier cours dont je me souviens, c'était au seuil de la porte du Conservatoire de Nancy. D'accord. Il y avait un moment de pause et donc ça s'est fait de manière très spontanée. C'est un exercice dont je me souviens très bien, c'était Blu au ou. D'accord. Voilà, et puis ça m'a donné envie voilà, de gratter un petit peu. Et puis aujourd'hui, voilà, j'ai intégré 2 conservatoires en jazz et en musique méditerranéenne, pardon. Et je crois que oui, ça a commencé par Narimen. D'accord, donc ça a commencé en été par une rencontre, par une histoire d'amitié également. Alors en tant qu'amie aujourd'hui, Anissa, mais aussi surtout en tant que professionnelle de la musique et du chant, quel regard tu portes sur le parcours justement de Narimen? Je suis admirative. Parce que je l'ai vu évoluer, ça fait maintenant bientôt 10 ans qu'on se connaît. Je l'ai vu gagner en confiance, agrandir son champ de curiosité, je dirais. Voilà, quand je la vois... CHMP, CHANT. Comment? Le chant et la musique. Exactement. Et le chant d'exploration. Ouais. Exactement. Donc je vois juste une femme qui fleurit, qui s'assume et qui ne se justifie pas de qui elle est, mais qui est simplement en train de réaliser des projets qui lui tiennent à cœur et qui ont apparemment des répercussions positives sur les autres. Et forcément, ça influence et c'est contagieux positivement et j'en suis très fière. Bon, en tout cas, effectivement, une passion qui a été transmise, qui était déjà là depuis un petit moment. Tu nous parles justement, Anissa, de la timidité. Est-ce que avant justement qu'on parle de cette volonté qu'on a toutes de dépasser notre timidité, donc soit en utilisant de la meilleure manière notre voix, soit par d'autres activités, te présenter, nous expliquer ce qu'est un coach vocal et comment toi, par ton métier, justement, tu apprends aux femmes et aussi aux hommes à porter leur voix. Alors, je tiens juste à préciser... Assumer peut-être plus que porter. Oui. Je tiens à préciser que j'accompagne simplement des personnes qui viennent vers moi pour des raisons diverses. Je peux avoir effectivement des personnes qui sont dans un cursus musical ou tout simplement des personnes qui veulent le croire en elles. Moi, j'ai été touchée par une personne qui m'a contactée en me disant est-ce que tu peux me faire exister par ma voix ?
C'était une chanteuse ou un chanteur? Non, c'était voilà une personne qui avait eu mes coordonnées par une personne autour d'elle et j'ai été touchée parce qu'en réalité c'est ça, chanter. Alors évidemment, bon, tout le monde ne veut pas chanter, mais en tout cas, tout le monde veut se découvrir, s'assumer, gagner en confiance, en estime, en affirmation de soi. Et la voix est un moyen pour nourrir tous ces besoins-là. Et pourquoi c'est un moyen? Parce que notre voix nous représente. Et quand une personne vient me voir, et je suis vraiment très, très attendrie de la voir en larmes parfois, simplement parce qu'elle va explorer ce qui est en elle, tout l'univers qui est en elle. Donc ça va être à la fois de voir des blocages, des failles, mais surtout de voir des points forts qu'elle n'assume pas ou qu'elle ne veut pas voir. Et j'aime beaucoup dire qu'on est doué pour se raconter des histoires. D'accord. Au point de se convaincre qu'on n'est pas capable d'atteindre un objectif. Alors qu'on sait très bien au fond qu'on a cette lumière-là qu'on va atteindre, mais je crois qu'on a simplement besoin et envie d'avoir autour de soi des personnes qui nous le rappellent, mais surtout de faire cet accompagnement avec beaucoup de bienveillance sur soi-même, d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'on n'assume pas en fait d'être à la place à laquelle on peut appeler ça la vie ou le hay ou ce qu'on veut, mais on est à notre place quand on veut atteindre un objectif et l'idée, en tout cas mon travail, c'est celui d'inviter l'autre à aller se découvrir. Alors effectivement, la voix pour toi c'est un outil. Je vais vous poser la question en réalité à toutes les deux. On connaît le sport comme moyen d'émancipation. Est-ce que le chant aujourd'hui c'est un moyen d'émancipation aussi pour toutes les femmes? Narimen? Moi je rejoins ce que disait Anissa à l'instant sur l'idée qu'en fait la voix c'est notre identité. Et c'est pour cela que pour certaines personnes, il est très difficile de chanter, de prendre le micro, parce qu'on a une sorte de mise à nu qui s'opère. Et donc si on n'est pas préparé à cette mise à nu, ou si nous avons des freins psychologiques ou psychiques, ou même des freins qui viennent de la société, il va être difficile de s'exposer, entre guillemets. Et je pense que oui, le chant, la musique, tout autre moyen d'expression, quel qu'il soit, artistique ou sportif, est un moyen pour la femme de s'exprimer, d'être qui elle est et de briller, de rayonner auprès des autres. C'est un très beau message, Narimen. Pour toi, justement, Anissa, qui accompagne ces femmes, ces hommes à aller découvrir leur voix. Donc la voix, ça permet de s'ouvrir, mais surtout de se découvrir. C'est une invitation en réalité à se connaître soi-même, voilà, à aller un petit peu plus loin que ce qu'on donne à paraître aux autres. J'ai beaucoup aimé l'expression on se raconte des histoires. Et peut-être qu'effectivement, en allant chercher dans toutes les tonalités ou tessiture de sa voix, bah justement c'est permettre de s'assumer, de se découvrir et de se découvrir dans son entièreté, avec ses défauts, avec ses qualités, avec ses forces et avec ses faiblesses. Donc pour toi, ta réussite, Narimen, en réalité, c'est Anissa, excuse-moi, en réalité, c'est justement d'écouter les parcours de ces gens pour les amener à atteindre leur objectif. Quel type de personnalité aujourd'hui, avec quel type de personnalité aujourd'hui tu travailles? Bon, avec moi déjà qui suis animatrice radio, mais est-ce que c'est des métiers particuliers qui font appel à toi ou c'est vraiment des individus? C'est des individus avec des métiers. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être des chroniqueuses comme toi, ça peut être des étudiantes, ça peut être tout simplement des personnes qui n'ont pas trouvé leur métier, mais qui sentent dans leur quotidien qu'elles ont besoin de s'assumer un petit peu plus. Et je crois que chanter, c'est simplement se donner le droit d'exister tel qu'on est. C'est s'inviter à, voilà, comme je le disais tout à l'heure, à explorer tous les champs des possibles en soi. Et bien sûr que c'est un moyen d'affirmation de soi. Et c'est... voilà, oui, c'est une aventure personnelle.
Alors moi, d'un point de vue, parce que là on parle de chant, on parle de voix, on parle de tessiture grave ou aiguë. Pour nous, et je le répète, les chanteuses d'opéra, c'est les chanteurs d'opéra, c'est un monde à part auquel nous, on n'a pas accès. Mais aujourd'hui, d'un point de vue anatomique, Anissa, qu'est-ce qui fait une voix ? Qu'est-ce qui fait une voix, voilà ? Oui. Est-ce que, d'un point de vue technique, est-ce que dans l'anatomie de Narimène, par exemple, ces cordes vocales sont mieux que les miennes, elles sont construites différemment. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'on a des personnes qui arrivent à utiliser leur voix et qui ont une belle voix, et qu'on a d'autres personnes, comme on dit, qui chantent comme des casseroles ? Je crois que c'est les outils. Je crois que quand on a les outils en main, en fait, c'est comme apprendre à lire. D'accord. Quand on ne sait pas l'alphabet, on a du mal à avancer. Mais quand on apprend simplement à distinguer ce que c'est que le diaphragme, à chanter avec le diaphragme, d'utiliser son souffle, d'avoir une certaine posture. Enfin, c'est toutes des techniques en fait qui nous invitent à être en lien avec notre corps et plus être dans notre tête. Donc, et au fur et à mesure, donc c'est comme un muscle, plus ça se travaille et plus ça s'assume et plus on se fait entendre. Moi, je me souviendrai toujours d'un cours que j'ai eu avec une prof, Anne, qui m'a fait sortir ma voix et tout simplement en m'invitant vraiment à utiliser mon diaphragme. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je chantais... Donc, le diaphragme, c'est quoi ? Ça se situe donc au niveau je sais pas comment, du ventre, oui. Oui. Ça se situe, pour simplifier, donc c'est quelque chose qu'on sent au niveau du ventre, mais bon, là, comme ça, pour l'expliquer, ça va être difficile, mais dans un exercice, l'idée, c'est de positionner ses mains, de le sentir et de s'ancrer avec ses jambes pour faire ressortir cette note-là. Et il y a une musculature en fait qu'il faut mettre en place quand on chante. D'accord. Qui d'entrée de jeu, déjà si on n'a pas connaissance de cette musculature et de cette anatomie, on peut pas forcément apprendre à chanter spontanément bien. Il y en a qui y arrivent parce qu'ils sont naturellement connectés à leur corps. Et on parle très souvent de connexion quand on chante, que ce soit de l'opéra ou n'importe quel autre genre. À partir du moment où on a eu un cours avec un professeur qui connaît un minimum son métier, il nous parlera de ces questions de connexion donc avec le diaphragme. Et pour en venir à la question de la femme, qui est importante dans cette émission par les femmes, moi, quand j'ai eu mon premier professeur qui était un homme, Robert, et que je suis partie à Paris, j'ai eu donc cette formidable professeure, Anne Lecoutour. Je ne sais pas si elle m'écoute, mais si elle m'entend, je la salue chaleureusement. La première chose qu'il m'avait dite, c'était: il va y avoir une évolution, un changement phénoménal parce que tu vas avoir une femme qui va te donner des cours. Et la femme connaît le corps de la femme. D'accord. Et en plus du diaphragme, notre corps, dans notre corps de femme, chez la femme, l'importance du muscle aussi, du périnée, est très grande. Le périnée, le bas du ventre est très très important dans la façon dont on va chanter et en fait rester connecté à notre corps et avoir un souffle plus long, avoir une note plus juste, chanter de manière plus juste et surtout ne pas se fatiguer les cordes vocales. Parce qu'en fait c'est une erreur, on croit toujours qu'on chante avec la gorge et en fait on chante vraiment avec le corps, le ventre et le bas du ventre. Alors la voix, c'est aussi une manière d'exprimer un engagement, des engagements politiques ou associatifs. Et on a énormément de personnes, que ce soit des personnages politiques ou des militants, qui justement ont cette capacité à parler aux gens parce qu'ils sont de grands orateurs. On a notamment, je prends ça au hasard, Mélenchon qui est un orateur qui est juste extraordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'il est différent par rapport à d'autres personnes ? Est-ce que c'est sa respiration ? Enfin voilà, il y a des points en réalité qui nous aident à améliorer notre capacité à être un bon orateur. La respiration, est-ce que c'est un outil important de savoir s'arrêter pour convaincre les gens, tout simplement ?
Alors, pour répondre à cette question, moi j'avoue que c'est plus facile pour moi de le faire avec quelqu'un, de faire vivre l'expérience. D'accord. Tout ce qu'on vient de dire avec le rapport au diaphragme, au corps, au souffle. L'expliquer comme ça verbalement, j'avoue que c'est un peu pas facile pour moi, mais je dirais que c'est voilà, en exerçant certains exercices et en faisant un travail sur soi en termes de confiance, de s'exercer à être devant un public, de parler. On diminue ses peurs en fait, on diminue toutes ces appréhensions en s'exerçant. D'accord, très bien. Une chose à rajouter peut-être Oui, non, juste pour sur la respiration. Confirmer, voilà, l'idée qu'effectivement la respiration, le souffle, ce sont des choses fondamentales quand on prend la parole et que effectivement c'est ce qui va faire, je pense, la différence entre un bon orateur et un orateur moyen. C'est ces questions-là, parce que de la même façon qu'on va lire une phrase en respirant au bon moment, quand on chante, on lit un texte. C'est la même chose. Et quand on respire au mauvais moment dans un texte que l'on chante, on peut perdre tout à fait le sens du chant, du compositeur aussi, l'intention musicale qu'il y avait derrière. Ça, c'est très important aussi, ces questions d'intention musicale. Et oui, je pense que vraiment tout ça, ce sont des choses importantes. Il faut savoir que quand on chante, c'est un exercice aussi d'endurance physique. Donc quand on prend la parole, quand on est un bon orateur et qui réussit à convaincre des milliers de personnes, ce sont des personnes aussi qui se sont bien exercées physiquement à prendre la parole. Merci Narimène donc pour ces précisions. Donc on va se retrouver juste après la publicité. Donc on va revenir avec toi justement ma chère Anissa Mouhoub, parce que en plus d'être coach vocal, tu es journaliste et tu as été réalisatrice d'un documentaire donc qui s'appelle 61 années, dont l'actrice principale s'appelle Fatima. Donc documentaire qui a été tourné je crois en 2014. Tout à fait. Voilà, donc Fatima à l'époque avait 60 ans, bientôt 61 ans, et s'apprêtait justement à reprendre ses études. Donc on va retrouver Fatima donc juste après la publicité. Donc nous sommes de retour, chères auditrices, chers auditeurs, donc sur les ondes de France Maghreb 2 pour l'émission Par les femmes. Et donc nous sommes avec Narimène B, donc qui est chanteuse lyrique, et nous sommes également avec Anissa Mouhoub, qui est coach vocal. Donc au-delà du fait d'être coach vocal, Anissa, on t'a aussi connue en tant que journaliste et en tant que réalisatrice de documentaires. Et on s'intéresse là pour le coup à un documentaire très particulier pour toi, donc qui s'appelle 61 années. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors ce documentaire, c'est l'histoire de ma maman qui a repris courageusement ses études à l'âge de 61 ans. Qui avait donc arrêté sa scolarité à l'âge de 17 ans. Et puis un jour, voilà, elle a décidé d'aller sur les bancs de la fac. Elle s'est retrouvée avec des petits jeunes de 20 ans. Et j'ai voulu, quand je voyais au quotidien son courage et son enthousiasme, simplement partager tout le courage qu'elle m'apportait, toute la fierté aussi. Et je me suis dit que je pouvais pas garder ça pour moi. C'est comme une grosse part de gâteau, voilà, au chocolat qu'on a juste envie de partager. Et j'étais très heureuse de voir que ça impactait aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Et pour moi, aujourd'hui, ma mère, ça reste vraiment un modèle de détermination. Bon. Voilà. Alors on va parler de sa détermination. Elle est avec nous donc en duplex de Toulouse. Bonjour Fatima. Oui, bonjour à vous. Bonjour à vos deux invités que je connais. Excusez-moi, trop bien. Je n'entends pas, il me faut un casque. Excusez-moi, j'entends pas Fatima. Oui, allô? Oui, bonjour Fatima. Allô? Oui, bonjour Fatima, excusez-moi. Alors, bienvenue bonjour, sur les ondes de... Bonjour bienvenue sur les ondes de France Maghreb. Je connais très bien. Ah bah oui, on le sait bien. Donc on est avec votre fille
Anissa Mouhoub et donc Narimen. Soyez la bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2, madame. Merci beaucoup. Alors j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous découvrir à travers ce documentaire donc de 7-10 minutes. Donc j'ai bien votre visage en mémoire et vraiment je tiens à vous rendre hommage, chère madame, parce que votre histoire m'a touchée. C'est très gentil. Je vous en prie. Votre histoire m'a touchée. On fait partie, nous, qui sommes là, on est ces filles de femmes d'immigrés et d'hommes d'immigrés. C'est grâce à vous, en réalité, qu'on a pu accéder aux études, en tout cas qu'on a pu atteindre nos objectifs, parce que vous étiez là à nous encourager, à nous voilà, s'occuper de nous. Merci, tout simplement. Donc je tenais à vous... le but en fait, c'était ça, hein, c'est d'encourager les mamans et les grandes mamans aussi, hein. Tout à fait. Je vous entends assez mal. Excusez-moi, Fatima. Donc juste une petite question. Qu'est-ce qui vous a donné au fond de vous, hormis votre fille qui vous a encouragé, envie de reprendre vos études donc à 61 ans? Oui, alors j'ai décidé de reprendre mes études à 61 ans par un hasard. Je me suis retrouvée un jour dans un cabinet médical et je feuilletais un magazine. Donc c'est une dame qui nous parlait des études, Madame Haute de Thuin, il me semble qu'elle s'appelait. Et j'avais l'impression que ce message m'était destiné. Parce que ça fait des années que j'envisageais de reprendre mes études, mais j'avais une barrière parce que je me bloquais constamment, parce que je me trouvais en fait bête comme toutes les mamans. On se rend bête, on est incapable de suivre des études supérieures. Et grâce à cette dame, j'ai eu le courage, donc j'ai recopié cet article et je suis revenue à la maison et le lendemain, je suis allée à la fac pour m'inscrire. Bon. C'était un défi en fait, je voulais me défier et alhamdoulilah, ça a bien marché. Ça m'a donné beaucoup de courage et aussi du courage pour les autres dames aussi, hein, pour les mamans qui se trouvaient dans le même cas que moi. Vous voyez ce que c'est, élever ses enfants, à un certain âge, on se retrouve à la maison, dans notre cuisine, constamment, c'est la routine. Et reprendre les études à 60 ans, franchement, c'est oxygénant pour l'esprit. Je le souhaite à toutes les mamans et toutes les grand-mères. Bah écoutez, c'est un très très beau message que vous nous transmettez. Juste une dernière question. Ce défi, il a duré combien de temps? Combien de temps vous avez repris vos études? Et surtout, quel type d'études vous avez repris? Alors, je peux vous dire que j'ai arrêté mes études au collège, donc c'était très difficile pour moi d'aborder comme ça la fac. C'était pas facile, hein, au départ. Alhamdoulilah, j'ai eu ma famille, tout mon entourage qui m'a encouragée. Je les remercie beaucoup. Ils ont tous cru en moi et ça, c'est vraiment très flatteur de leur part. Je les remercie beaucoup. Alors, j'ai fait un DAU, c'est l'équivalent du bac. C'est un bac pour avoir un accès aux études universitaires. Donc j'ai fait une année d'histoire géo, très 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 bénéfique, enrichissante. J'ai fait une année de sociologie à distance. Et en même temps, j'ai eu la chance de faire un diplôme d'université que j'ai obtenu en langue arabe, qui m'a beaucoup aidée. Et grâce à ça, à présent, je peux lire le Coran facilement. Waouh. Non mais c'est tellement émouvant. Alors l'économie, Fatima, à ce qui paraît, vous aimez pas l'économie? Qu'est-ce qui se passe avec l'économie? En fait, j'adorais toutes les matières. Oui. Je dévorais tout ça. C'était tout nouveau pour moi. D'accord. Et l'économie, par contre, non. C'était plus compliqué. Oui, j'adorais l'économie. Au début, je n'aimais pas parce que je connaissais pas. Mais après, oui, plus tard, j'ai même obtenu de bonnes notes. Du coup, j'ai aimé. Bon. En tout cas, peut-être un mot de... Parce qu'Anissa est là, donc peut-être qu'elle veut vous transmettre un mot. Narimen également. Je vous laisse la parole, mesdames. Bonjour Tata. Voilà. Bonjour Tata. Comment ça va? Alhamdoulilah, ça va très bien. Bon. J'ai été passionnée par votre débat toutes les deux. Je vous souhaite bonne chance à toutes les deux. C'est gentil, c'est gentil. Tu nous inspires, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment, moi j'ai été
très très touchée. D'abord, j'invite tous les auditeurs à aller voir ce documentaire absolument merveilleusement pensé, interprété et réalisé par Anissa Mouhoub. Vraiment qui mérite tout le prestige qu'il a obtenu lors de ce festival. Oui, parce qu'il a été récompensé. Oui. Anissa, peut-être tu peux nous en parler de cette récompense justement. Oui, il a été récompensé dans un festival qui s'appelle les Mokhtar Awards, un festival en réalité qui invitait chaque personne à apprendre à réaliser un documentaire. Alors moi j'y connaissais strictement rien, hein. Je suis arrivée, on avait l'occasion de suivre des cours avec notamment Obeida Mahfoud, qui m'a donné des cours en cinéma. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé dans cette expérience, c'est que ça a permis à n'importe qui d'avoir accès aux outils cinématographiques. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas attendre en fait d'être prêt, il ne faut pas attendre de faire de grandes écoles pour se lancer. Et je me suis découverte à travers ce documentaire, j'ai découvert que j'avais un certain regard en tout cas avec ce que me disaient mes enseignants. Et c'est peut-être aussi ce message que j'ai envie de lancer, c'est d'y aller. Oui. Parce que quand on a une idée, on y va. Avec toutes les peurs, tous les doutes que ça peut susciter en nous, ça veut tout simplement dire que c'est le bon moment. Et puis là, il y a des portes qui s'ouvrent. Là, il y a des belles rencontres qui se font et on se découvre. Et ça m'a amené à mettre à l'honneur ma mère et d'une certaine façon à la remercier pour tout ce qu'elle m'a apporté, même jusqu'à aujourd'hui, du haut de mes 34 ans. Ça suffira pas un documentaire, mais c'est un bon début. C'est partagé, ma fille. Fatima, j'espère qu'on aura l'occasion prochainement et on s'appellera prochainement aussi pour organiser une visite sur Paris. J'essaierai justement de trouver d'autres femmes comme vous, des femmes inspirantes, mais plus que des femmes inspirantes de présenter à nos auditrices et à nos auditeurs ces mères courage, ces mères qui ont... Hein. Oui, il y en a beaucoup et vous en faites découvrir. Oui, et vous en faites partie, donc on va essayer d'organiser ça et puis vous viendrez nous faire un petit coucou de Toulouse. Vous n'avez pas pris l'accent de Toulouse, hein, par contre, on ne l'entend pas du tout. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Fatima, on vous remercie d'avoir pris le temps de discuter avec nous. De m'avoir invité et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci Fatima. Au revoir. Donc le documentaire, on peut effectivement le retrouver donc sur YouTube en tapant 61 années. Et en ajoutant Mokhtar Awards. Mokhtar Awards, voilà. Et j'en profite pour mettre aussi à l'honneur Gibran Hasnaoui, qui est le fondateur des Mokhtar Awards, donc que je salue et que je remercie évidemment. Bon, effectivement, donc les Mokhtar Awards, c'est un festival, un festival de films, de documentaires, de courts-métrages. C'est ça. Donc qui va dénoncer différentes choses, mais aussi mettre en valeur, par exemple, l'histoire de Fatima. Tout à fait. C'est un moyen, un champ, un terrain sur lequel on peut s'exprimer sur les thématiques qui nous tiennent à cœur. Et donc un terrain qui est ouvert à tout le monde, donc même si vous n'êtes pas un professionnel de la réalisation, même si vous n'êtes pas metteur en scène, même si vous n'êtes pas acteur ou actrice, juste en ayant une idée, si vous avez un message à faire passer, réalisez et peut-être que vous serez primé comme Anissa. Alors on va pour compléter peut-être ce que disait Anissa, je crois qu'il y a des formations. Oui, exactement. Bien sûr, avant même qu'un documentaire soit fait ou diffusé, il y a des formations qui sont faites, que vous pouvez retrouver sur la page Facebook des Mokhtar, donc ce qui se fait sur différentes villes. D'accord, c'est des formations payantes, je suppose ? Qui sont payantes, mais assez accessibles, surtout pour les étudiants. D'accord. Donc, faut pas que l'aspect pécunier soit un frein. Au contraire, parce que là, justement, l'idée, c'est d'amener des non-professionnels, en tout cas, à exprimer
soit leur message, soit leur côté artistique. Donc en termes de prix, il me semble que c'est effectivement assez accessible. Et puis en plus, cette formation, elle peut servir par ailleurs dans tous les autres domaines. Alors pour rester justement dans les films, les documentaires, on va parler d'un film qui s'appelle Soumaya. Donc Soumaya qu'on aura, nous, l'honneur, l'équipe de France Maghreb 2, de voir en avant-première donc samedi prochain à l'espace Saint-Michel. Donc une projection qui est réservée d'abord aux professionnels et aux associations. Donc Soumaya, un film qui nous plonge dans les licenciements, dans les perquisitions abusives de la France sous l'état d'urgence. Et un film justement, ma chère Narimène, auquel tu as participé. Oui, ma participation fut infime, mais je suis tout de même honorée d'avoir été vraiment, je dirais, choisie par Obeida Mahfoud, que citait Anissa tout à l'heure, qui est entre autres un réalisateur, mais également un professeur de cinématographie à la Sorbonne, qui est quelqu'un de très qualifié, et il est aussi rudiste, donc avec une belle oreille musicale et une appréhension de la musique qui est assez savante, je dirais. C'est quelqu'un donc qui m'a proposé de l'accompagner, de chanter pour un extrait, selon lui, central et fondamental dans l'histoire de ce scénario, et que vous allez découvrir lors de cette avant-première, et puis prochainement, j'espère, sur les grands écrans internationaux. Oui, tout à fait. Alors justement, on vous propose la bande-annonce donc du film Soumaya. Retour en France, et cette nouvelle affaire, une salariée de la société Fesco qui assure le service de sécurité des pistes d'atterrissage de l'aéroport de Roissy a été mise à pied en vue d'un licenciement. L'entreprise s'est séparée d'une employée qui était en lien avec les milieux djihadistes. Aurélie, ça fait 14 ans que je travaille dans cette boîte et je n'ai jamais reçu un seul avertissement. T'as changé. Rien ne montrait sur son lieu de travail qu'elle s'était radicalisée, puisque selon toutes nos informations, elle retirait son voile islamique pour le remettre par la suite. Nous sommes à un moment où nous n'avons plus le droit de prendre le moindre risque. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille. La France doit être forte, elle doit être grande, et les autorités de l'État fermes. Nous le serons. Il y a des gens qui en veulent à notre mode de vie, à nos institutions. Mais moi j'ai confiance en vous. Vous n'êtes pas comme les autres. Je peux vous dire que ça va aller très loin. L'injustice, elle est flagrante. Tu vas t'attirer des ennuis, ma fille. T'as une autre solution ? Il y a des milliers de perquisitions et de licenciements qui ressemblent à mon cas. Et s'il faut qu'il y ait enregistrement pour qu'il y ait audience, eh ben je déplore toute personne qui, loin des caméras, sont victimes au quotidien des abus des forces de l'ordre. Soumaya! À chaque fois qu'on gagne une bataille juridique, une autre se déclenche, qui prend encore plus d'ampleur et on ne termine jamais. Mais je continuerai de former celles et ceux qui veulent continuer le combat. Et toi, t'en fais partie, Soumaya. Entrée. Par les femmes. Sur France Maghreb 2. Tous les dimanches de 16h à 18h. Donc nous sommes de retour sur les ondes de France Maghreb 2, donc après la diffusion du synopsis donc du film Soumaya. Donc Soumaya qu'on va retrouver bientôt sur vos écrans de cinéma, et on reçoit le dimanche 17
mars, donc l'équipe du film, et on va recevoir notamment son actrice principale, la comédienne Soumaya Akaboun. Voilà, donc un grand honneur de la recevoir, une comédienne marocaine qui a déjà plusieurs films à son actif. Donc, ma chère Nerimen, ton mot de la fin, voilà. Donc, c'est un rendez-vous justement qu'on te propose en fin d'entrevue qui te permet de t'adresser aux auditeurs, aux auditrices et peut-être donner des nouvelles de ton actualité. Voilà. Et puis surtout, où te trouver, sur quel réseau. Je vous remercie. Tout d'abord, j'aimerais vraiment prendre le temps de remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue jusque-là et qui sont donc d'abord ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, tous mes amis très proches, dont Anissa, ainsi que tous les autres qui m'accompagnent de près ou de loin. Je pense que être bien entouré, c'est quelque chose de fondamental. Également, j'aimerais vous dire que vous pouvez continuer à me suivre pour les autres sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook ainsi que Instagram sous le nom Narimen B, donc soit BEY soit B. J'ai une page et puis je voulais dire aussi que là, ce qui est important, c'est selon moi de permettre à tout le monde de se dire que la musique, on l'a dit tout à l'heure, était un moyen d'exprimer sa voix, de s'exprimer, d'émancipation, d'expression vraiment d'un message qui est celui, pour moi, de l'amour que l'on ressent en soi et qu'on veut transmettre aux autres et qu'on peut transmettre par le biais de la musique. Et également, on a besoin pour cela d'être bien entouré, également, je dirais, de manière un peu concrète. Tout à l'heure, on parlait du principal frein dans ce monde qui peut paraître un peu élitiste, celui de l'opéra ou de la musique classique. Et ce principal frein, c'est vrai qu'il est avant tout d'ordre financier. Et c'est vrai que je pense, moi, qu'il faut mettre les moyens quand on veut atteindre un objectif. C'est ce que je fais. Et je m'attarde vraiment à le faire, mais j'ai besoin aussi du soutien de grandes personnalités. Si ces personnes, quand elles m'écoutent, sont touchées et sensibles à mon message, qu'elles s'adressent à moi et qu'elles me contactent, je serai ravie d'envisager des collaborations. On ne peut être que touché par la beauté de ta voix. On va finir, ma chère Narimen, avec un chant de toi au choix. Voilà, donc on t'écoute et juste après, on passe la publicité et on se retrouve avec l'agenda de Sakina Event. D'accord. À toi, ma belle. Alors, je précise juste que on est censé chanter toujours de manière accompagnée, donc avec un piano, un pianiste ou un orchestre, mais la cappella est très difficile à concevoir, donc là je le fais, mais c'est un exercice qui n'est pas facile. Voilà. D'accord. C'est à toi. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Pourquoi il y a la musique? Non, ça y est, il n'y a plus de musique, c'est bon. C'est juste un jingle pour pas qu'il y ait un blanc. Narimen se concentre. Ex Maria Virgini et homo factus est. Et homo
C'est incroyable. Merci beaucoup. On applaudit, oui, Nariman. Merci beaucoup, Nariman. C'est très émouvant. Et pourquoi c'est émouvant? C'est pas la première fois que j'écoute de l'opéra, mais il y a que l'opéra qui fait ça. C'est-à-dire que quand vous commencez à chanter, on chante pas avec vous, mais même nos expressions de visage changent. Voilà, on vit la musique avec notre visage et avec notre corps. J'ai vraiment hâte de te voir en vrai, voilà, sur une scène. Avec plaisir. Alors, quelle est ta prochaine? Est-ce qu'il y a un rendez-vous? Oui, je chante fin mars, le 29 et 30 mars à Montpellier. Je chanterai donc dans un concert consacré à la comédie musicale West Side Story, en reprenant les morceaux tubes de cette belle comédie musicale de Bernstein. Et le lendemain, à la salle Molière de l'Opéra de Montpellier, j'interprète une grande partie de mon DEM de fin d'année au conservatoire. Ce sera un très beau programme, donc je vous invite à venir écouter. Bon, alors les personnes qui sont près de Montpellier, allez-y. Si j'ai vraiment la possibilité d'y aller, je vais y aller, mais je vais peut-être attendre que tu remontes sur Paris si ça m'est pas possible. On peut écouter ta voix également sur les réseaux YouTube, sociaux, voilà, sur YouTube. Voilà, merci beaucoup Nariman. Anissa, on se dit à mardi, cher coach vocal. Avec plaisir. Donc, chère auditrice, cher auditeur, vous pouvez également retrouver Anissa sur ses réseaux sociaux et notamment sur son site internet que tu peux peut-être... Voilà, donc tu peux donner l'adresse à nos auditrices. Oui, alors c'est anissamo.com. Donc vous aurez l'occasion d'accéder à plusieurs démos de ma voix, puisque je fais de la voix off et que je chante aussi dans un registre de jazz et de musique méditerranéenne. Et je prépare d'ailleurs un concert dont je n'ai pas encore fixer les dates, mais sera à l'honneur la musique voilà, cherbi, arabo-andalouse, jazz et ce qui en suit. Et je serai heureuse de partager cette beauté-là qui fera résonner la beauté de chacun et de chacune en réalité. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. On se retrouve donc juste après la publicité avec l'agenda de Sakina Event. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Hanan Zawani présente Par les femmes. Engagée pour améliorer le monde de demain. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission Par les femmes, donc sur France Maghreb 2, et nous allons donc vous proposer l'agenda de Sakina Event. Samia Chiki vous passe le bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Elle est au ski, ça ne capte pas très bien où elle est, donc je vous présente le programme qu'elle nous propose. Donc pour commencer l'événement, donc à l'occasion de la journée de la femme, donc ce vendredi 8 mars, donc à partir de 14h au Palais de la Femme, rue de Charonne, Paris 11e, un programme très riche avec de nombreuses associations telles que Agir pour la santé des femmes ou encore Féminité sans abri. Donc on vous proposera des lectures de textes, des ateliers argile parents enfants, des performances de danse et de peinture également, et le soir, pour finir cette belle journée, un spectacle et une soirée festive. Vous pourrez danser et vous amuser. Et bonne nouvelle, c'est un bon plan gratuit, donc l'entrée est gratuite, mon cher Medjahed. Alors un autre rendez-vous que nous propose donc notre chère Samia Chiki, donc un événement qui va plaire à tous les membres de votre famille, aussi bien aux messieurs qu'aux dames ou bien aux demoiselles. Donc c'est le salon création et savoir-faire à Porte de Versailles, donc du 7 mars au 10 mars. Plus de 500 ateliers donc vous seront proposés autour du bricolage, de la couture, des tendances mode et création, et surtout commencer à programmer vos sorties en forêt, donc avec vos proches. Et on vous recommande donc le site du Routard, donc qui référence toutes les forêts, donc en précisant les parcours et tous les éléments nécessaires. Voilà, donc tous ces événements, vous les retrouverez donc sur la page de Par les femmes, donc sur Facebook. Donc n'hésitez pas à vous connecter. On vous remercie également, vous êtes aujourd'hui là depuis pratiquement 2 mois
plus de 5000 personnes à nous suivre sur notre page Facebook. Donc continuez à consulter notre page, elle est une mine d'informations importante pour vous. Donc ma chère Yasmine, donc Yasmine que je vous ai présentée la semaine dernière. Donc Yasmine, l'étudiante lycéenne de la bande de Par les femmes. Yasmine qui a 15 ans, qui est en première ES, donc on le répète, c'est suffisamment notable pour le souligner à nouveau. Et Yasmine justement, avec qui on a travaillé donc notre dossier santé du mois. Yasmine, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Ça va très bien. Alors l'équitation, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Ça s'est passé assez difficilement on est dans une période de froid. Oui. Mais voilà, c'est toujours quand même un plaisir d'exercer sa passion et pour ensuite me dépêcher et arriver à tes côtés. Donc une grosse journée le dimanche pour toi. Exactement. Pas de repos pour moi. Pas de repos pour toi le dimanche. Ok. Donc l'excision, j'ai du mal à le prononcer. Tu as commencé à faire des recherches dessus. Donc avant de te poser quelques questions, donc je vous diffuse justement un reportage donc sur l'excision, notamment en Indonésie. Voilà. Elle a à peine 18 mois, mais la petite Salsa Jafar vient tout juste d'être excisée. Ici sur l'île de Sulawesi, comme ailleurs en Indonésie, c'est la tradition de couper le capuchon qui recouvre le clitoris des petites filles. Il faut qu'on le fasse si on veut qu'elle entre dans l'islam. Sans ça, elle ne pourra pas devenir musulmane. L'excision est pratiquée depuis des générations en Indonésie dans le but d'atténuer le désir sexuel. Si on ne pratique pas l'excision, elle aura des problèmes mentaux. On est obligé de le faire. Bien que ce soit difficile à estimer, les méthodes indonésiennes sont généralement considérées comme moins douloureuses qu'ailleurs dans le monde où la pratique existe. Mais les Nations Unies condamnent toute forme d'excision ou, selon le terme médical, mutilation génitale féminine. Dans le Coran, il n'y a aucune mention du besoin de pratiquer l'excision. Pour les hommes, oui, la circoncision est obligatoire. Mais pour les femmes, il n'y a aucun verset, pas la moindre phrase qui oblige les femmes à être excisées. Le débat autour de la question prend de l'ampleur dans la société indonésienne, mais il semble difficile que la pratique s'arrête totalement un jour. Le gouvernement a souvent changé de position sur l'excision sans jamais fermement l'interdire. Hanan Zawani présente Par les femmes. Engagée pour améliorer le monde de demain. Donc une situation alarmante, ma chère Yasmine. Donc cette situation justement des mutilations génitales, pardon. Donc on précise à nos auditrices et à nos auditeurs. Donc l'excision est interdite en France. Alors au niveau mondial, comment ça se passe justement, Yasmine? Quelques chiffres. Quels sont combien de femmes sont touchées par l'excision dans le monde? Alors en 2016, notamment dans les ethnies au Tchad et au Togo, il y a environ 44 femmes sur les 200 excisées. Donc on a déjà 200 excisées dans le monde en 2016. Donc 44 femmes sont... Alors je vais t'aider un tout petit peu, ma chère Yasmine. En réalité, c'est 44 femmes sur 200 qui sont excisées dans le monde. Voilà, c'est une moyenne. Donc ça vient dire en réalité qu'on a pratiquement un quart des femmes aujourd'hui qui sont excisées dans le monde et qui ont moins de 15 ans. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors les pratiques, elles se passent où, l'excision? Est-ce que ça a lieu justement en France ou est-ce que ça se passe? Alors non, comme tu l'as dit, Hanan, elles sont totalement interdites en France. Donc elles se passent surtout au Ghana et au Togo, ou même en Afrique de l'Est, principalement par des communautés chrétiennes. D'accord. Alors qui pratique ces excisions? Est-ce que c'est des femmes ou est-ce que c'est des hommes? Alors c'est souvent des femmes
parce que justement l'excision constitue aussi une norme sociale. Cette pratique fait partie de rituels parce que dans certaines ethnies, la sexualité de la femme est souvent taboue. Donc une femme excisée peut souvent, non excisée pardon, peut souvent être exclue de sa société et donc par exemple ne pas finir mariée. Donc quand même une femme non mariée est une femme qui peut être exclue de son ethnie. Donc on peut qualifier cette pratique tout simplement de pouvoir social. Alors moi ce que j'aimerais Yasmine avant qu'on rende l'antenne, c'est que tu nous parles de l'excision et des l'excision, c'est vraiment très difficile à prononcer ce mot-là, et des mutilations génitales avec tes mots. Donc toi qui as fait ces premières recherches, quel sentiment ça a provoqué en toi et est-ce que tu étais au courant justement ? Alors, tout d'abord, non, je n'étais pas du tout au courant que ces excisions existaient. Après, voilà, c'est vrai que moi, en fonction de mes recherches, je me suis rendu compte tout simplement que c'était des pratiques assez barbares, qu'elles étaient souvent subjectes à des femmes très très jeunes. Donc, ça va de 5 ans jusqu'à, comme on a vu, elles sont souvent moins de l'âge est souvent situé en moins de 15 ans. Après voilà, c'est souvent un espèce d'obligation, de rite dans certaines ethnies et je trouve ça vraiment dommage parce que excusez-moi, parce que justement c'est vraiment très 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 barbare et que je trouve que ça a vraiment on peut pas accepter cette situation. En fait, il y a limite pas de mots, c'est inacceptable de faire infliger ça à des femmes qui n'ont justement rien demandé et qui sont là juste pour suivre les rites de leurs anciennes générations. Voilà, donc au cours de ce reportage, donc on a entendu avec toi ma chère Yasmine, donc on précise bien, et c'est important de le dire et de le redire, que ces mutilations génitales n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Aucun texte ne recommande ne prescrit ces excisions. L'homme en tant que tel, effectivement, lui, est soumis d'un point de vue religieux à la circoncision. Pour les femmes, c'est tout à fait autre chose. On va en reparler plus en détail, chers auditeurs, chères auditrices, la semaine prochaine, parce que ça a des conséquences au niveau de la santé, parce que ça a des conséquences au niveau psychologique. Donc on en reparle avec vous la semaine prochaine. Restez bien connectés donc sur la page de Par les femmes. Toute la semaine également, on vous on vous transmet des informations donc pour vous sensibiliser, pour vous informer. Les vacances arrivent, ça peut paraître peut-être bizarre de le dire comme ça, mais c'est aujourd'hui et c'est maintenant en fait qu'il faut agir parce que nos compatriotes françaises d'origine africaine en général, ça se décide en réalité ici. Voilà, ici elles commencent à avoir des pressions pour rentrer justement dans leur pays en Afrique. Parfois on leur cache, donc ce message d'information et de sensibilisation, il est donné à toutes les jeunes filles. Donc chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si on a des étudiantes qui nous écoutent, parlez-en autour de vous. J'ai été ravie de partager cette émission avec vous, avec Narimène, avec Anissa et avec toi, ma belle Yasmine. On en profite pour remercier également Fatima qui est intervenue. Et on se dit donc à la semaine prochaine donc, sur les ondes de France Maghreb 2 à partir de 16h. L'émission continue sur la chaîne YouTube Par les femmes. Rendez-vous la semaine prochaine sur France Maghreb 2.